Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jeunesse sans Lasse. Aujourd'hui, nous recevons Moa, un camarade qui est venu nous parler un petit peu du conflit israélo-palestinien parce que il s'y connaît un petit peu sur le sujet. On avait envie d'avoir un petit peu son avis sur le sujet. Donc, bienvenue Moa. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Du coup, Moa, si tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens, pourquoi tu es là, etc. Voilà. Eh bien, écoute, c'est aussi simple. Je suis un militant politique syndical. Autant plus que je suis juriste, spécialité en droit public. Donc je m'intéresse à la question palestinienne depuis mon jeune âge. Ça m'accompagnait depuis des années, autant plus que c'est un sujet d'actualité. Effectivement, et donc du coup, pour commencer un petit peu sur un panorama général, comment est-ce que tu décrirais la situation entre Israël et Palestine de façon historique, mais aussi dans ce qui se passe en ce moment? Oui, alors on va essayer de faire le tour de la question palestinienne, ou alors de la cause palestinienne, je préfère présenter la chose comme ça. Il s'agit en fait d'une histoire dans la grande histoire avec le grand H. La colonisation de la Palestine, elle est liée à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis que l'Empire ottoman est vaincu par les puissances européennes. En premier lieu, donc l'impérialisme français et l'impérialisme de la Grande-Bretagne. Ils ont disloqué l'Empire ottoman et, comme dit un des historiens, la Palestine, c'est d'une guerre à une autre. La Palestine était colonisée par les Anglais. Et les Anglais, ils ont fait place donc à des colons au nom du judaïsme, au nom des Juifs et tout ce que tu veux. Donc, pour résumer la question de la Palestine, il s'agit bien d'une colonisation de tout un peuple et de tout un territoire. Et il ne s'agit pas, le sionisme, il a sa propagande comme quoi les Juifs, ils étaient persécutés, torturés et ainsi de suite en Europe, et pour les envoyer à un territoire qui n'a pas de peuple. Donc, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Voilà. Ce qui était quand même plutôt le cas au début du XXe siècle, quand même, les Juifs étaient quand même plutôt persécutés. Mais c'est pas la question. D'accord. C'est pas la question des Juifs, en fait, la colonisation de la Palestine. Et c'est fait au nom des Juifs. Sauf que le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que maintenir ce territoire de point de vue stratégique, de point de vue géographique, de point de vue religieux, de point de vue commercial, sous le joug de l'impérialisme britannique en premier, et bien qui a continué puisque la colonisation a changé de vêtements, a changé de couleur, a changé de visage, et bien c'est l'impérialisme américain qui a pris le bras donc du mouvement sioniste qui s'est installé depuis 1917 et même bien avant, pour continuer à faire les affaires commerciales, il faut le dire, les affaires commerciales. Mais en fait, il y a un lien avec plutôt l'impérialisme occidental qu'avec véritablement la judéité, quoi. Tout à fait. Dissocier les deux. Tout à fait. Ça, je te rejoins, mais vraiment à 100%. Et ce n'est pas un point de vue personnel, ce sont des faits d'histoire. L'histoire nous dit que la Palestine était colonisée pour son point stratégique. Il faut savoir quand même que le mouvement sioniste, dès le départ, à l'étude où il doit s'installer pour l'occupation, pour la colonisation d'un territoire en autre, il avait 4 choix. Il avait l'Argentine en premier, la Palestine, le Madagascar et puis Ouganda en Afrique. Pour ramener les gens de confession juive en Afrique, ils n'ont pas voulu. Donc ils voyaient que ça ne marchait pas. Au Madagascar non plus. Ils ne voyaient pas. En Argentine, quel intérêt? L'Argentine est à côté des États-Unis. Donc, après des études
de politique, d'histoire, etc. Ils se sont installés en Palestine. On ne crée pas une nation comme ça. La nation ne se crée pas comme ça. La nation, c'est tout un processus d'histoire qui ramène tout un peuple, toute une population, tout un territoire sur un lieu donné. On conçoit que les Juifs, ils étaient persécutés, ils étaient gazés, ils étaient tout ce que tu veux en Europe. Mais ça, c'est le problème de l'Europe. C'est pas le problème de la Palestine. La Palestine, c'est un territoire où vivaient les Arabes qui parlaient la langue arabe, d'accord, mais de confession, multiconfession. Il y avait des Juifs arabes, des Juifs palestiniens, des chrétiens palestiniens, des musulmans palestiniens. C'est comme ça la Palestine. Et ce n'est pas Israël. Israël, historiquement, le lieu était déjà multiculturel du fait qu'il y a eu quand même énormément de choses avant, notamment les croisades, etc. Je peux juste te demander de mettre le logo vers toi sur le micro. Le logo, ouais, vers toi. Voilà, d'accord, merci. Pardon. Donc en fait, il y a un processus historique des religions de toute façon qui était déjà présente là. Ouais. Et c'est-à-dire que l'idée de la terre juive, etc., était plus une excuse, en fait, c'est ça que tu veux dire, une excuse pour s'installer que véritablement un fait historique. En fait, quand on voit géographiquement où se situe la Palestine, il se situe sur le chemin commercial qui lie 3 continents. Le continent asiatique, le continent européen et le continent africain. Donc, on passe par la mer. Et c'est ça qu'on appelle à l'époque, c'est le chemin de la soie. Oui, le chemin de la soie. La Palestine, elle est au cœur de tout ça. En plus, la valeur religieuse, la valeur politique, la valeur histoire, la valeur géographique, eh bien, tous les ingrédients étaient là pour l'impérialisme, pour contrôler toute la région, et non pas que la Palestine, contrôler toute la région. Et en plus, avec les découvertes et les savoirs scientifiques, avec l'évolution des connaissances scientifiques, on se rend compte que la région du Moyen-Orient, c'est une région très, très, très riche, et la Palestine, elle est au cœur de cette région. Donc, tout est là pour avancer, et quand on fait la guerre, on ne dit pas qu'on fait la guerre pour les intérêts, hein. On fait la guerre pour la religion, on fait la guerre pour ceci, pour cela, alors que c'est une question politique, c'est une question économique, c'est une question militaire. Voilà comment s'est produit le fait que Israël, c'est un État inventé, c'est un État d'apartheid, on peut en parler par la suite, c'est un État d'apartheid qui est là, installé pour servir les intérêts de l'impérialisme, donc occidental, je répète, occidental dans la région, et en premier lieu la Palestine. D'accord. Alors, on va commencer un petit peu en abordant le récent, et puis bon, on pourra revenir au fur et à mesure sur l'histoire. Moi, l'une des questions, les premières questions qui me sont venues quand j'ai su que tu venais pour l'interview, c'était de se demander pourquoi est-ce qu'il y a une forte volonté, on a vu ça dans toutes les interviews qu'il y a pu avoir depuis le 7 octobre, pourquoi il y a une vraie volonté de faire commencer le conflit le 7 octobre, comme si c'était rien passé avant en fait. Alors que, on sait que ça dure depuis plus de 70 ans, et même encore, tu parlais même de commencer au moment de la Première Guerre mondiale, donc même maintenant plus de 100 ans. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté, d'après toi, de vraiment faire commencer le conflit le 7 octobre ? Eh bien, écoute, on est dans une période, il ne faut pas oublier que toute action d'un peuple opprimé est considérée de la sorte de la criminaliser, si tu veux. La résistance palestinienne du peuple palestinien n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Il ne faut pas se raconter des histoires. La colonisation de la Palestine vis-à-vis de l'État israélien, elle a commencé depuis 1917 avec l'implantation des colons et chasser les Palestiniens, arabes ou pas arabes, on s'en fout, c'est pas ça la question. Et en 1948, on a créé un État. Je dis bien, on a créé un État
contre la volonté des populations palestiniennes qui sont là depuis des siècles et des siècles. C'est ce qui est un fait inédit d'ailleurs, parce que jusque-là, on ne crée pas d'État comme ça qui pousse de nulle et part. Et oui, ça cause. Je suis content parce que. Content, pas par rapport à ce qui se passe pour le peuple palestinien actuellement, mais je suis content que des historiens, même au sein des universités, des centres académiques de recherche en Israël, parce que moi je ne reconnais pas Israël. Je te le dis, je peux être... On reviendra, mais il y a des historiens qui mettent l'accent sur le mythe du peuple juif. Et c'est pas moi qui le dis. C'est des historiens académiciens comme Elon Papé, comme Shlomo Sand, comme plein d'autres. Et d'ailleurs, le journal de l'Humanité, il a fait un hors-série. Là-dessus, il y a quelques historiens qui se sont exprimés sur la question. Donc, la création, on ne crée pas une nation. La nation, c'est pas ça. C'est pas le seul élément on va dire religieux qui fait la nation. C'est pas parce que je dis pas ça parce que c'est juif. Je dis ça aussi parce que envers d'autres religions. On ne crée pas une nation par le simple fait d'être unis par la foi. C'est pas ça qui fait la nation. La nation, c'est autre chose. C'est un processus de construction historique, sociale, géographique et économique qui fait que, et politique bien sûr, qui fait que la nation émerge dans un processus très 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 long comme ça, et on arrive, par exemple, on prend l'histoire de la France n'est pas née comme ça, elle est née de la Gaule, elle est née de l'Empire romain, c'est toute une suite qui arrive enfin, on arrive à une nation. La nation, on ne peut pas dire que la nation juive, ça, c'est une invention impérialiste pour dire, ben voilà, on arrive, on vous colonise parce que nous, pour dire aux Juifs, hein, que vous êtes pas bien dans vos pays différents, et venez, il y a une terre qui est vide, et il n'y a pas de peuple, il y a personne, et c'est pas vrai. Et oui, d'ailleurs, il y avait tout un discours sioniste justement là-dessus, de dire que c'était un désert, et et on arrive, il y a personne, et on arrive, c'est une terre promise. Je signale quand même que les livres sacrés, soit le livre juif, soit les chrétiens, soit les musulmans, c'est pas un cadastre. Alors excusez-nous pour la petite pause technique, mais on a dû changer les batteries de la caméra. Donc on reprend. Alors tu en étais du coup au fait que la religion et les livres sacrés ne sont pas un cadastre. Donc oui. Voilà, je te laisse reprendre là-dessus. Oui, alors je disais la nation juive, ça n'existe pas. Comme la nation musulmane, ça n'existe pas. On ne peut pas construire une nation sur un seul fait historique, sociologique, qui est celui de la religion. La nation, c'est tout un territoire, c'est tout un processus historique qui se produit à travers l'histoire. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas créer la preuve. Je te disais tout à l'heure, le mouvement sioniste, il était là à chercher où on peut se planter. Il y avait l'Afrique en Ouganda, il y avait le Madagascar, il y avait l'Argentine, il y avait la Palestine, etc. C'est pas comme ça, c'est une invention. C'est contresens historique. Et donc, ce n'est pas la prise en otage des textes sacrés, religieux, c'est par cela qu'on va créer une nation. Le texte religieux juif, ce n'est pas un cadastre. Dans la Torah, excuse-moi, je le dis en arabe, Torah, il n'est pas écrit les limites, la Palestine de tel endroit. Et d'ailleurs, l'État israélien, c'est le seul État au monde qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire c'est un projet tout au long de sa vie, depuis sa création, c'est un projet de colonisation. Il n'y a pas de limite. Oui, donc l'avantage qu'ils ont à faire ça, en fait, c'est que du coup, peu importe où les terres qu'ils vont coloniser, on ne pourra jamais leur reprocher le fait d'aller trop loin, puisqu'ils n'ont pas de frontières officielles. Et la preuve par rapport à Gaza et par rapport à la Cisjordanie ou autre, et Israël se considère sans limite.
Sans limite, donc il peut. D'ailleurs, le projet du Grand Israël, ça va jusqu'à l'Arabie Saoudite. T'imagines un peu? Ce n'est pas un vrai État, ni juridique, ni historique, ni culturel, ni autre. Et d'ailleurs, les Juifs qui vivent en Israël, ils ne sont pas tous reconnus de la même sorte, citoyens au même degré. Si un Juif n'a pas sa maman de confession juive, il est toujours considéré en deuxième degré. Nous ne parlons pas des Arabes, nous ne parlons pas des autres pays, etc. C'est la ségrégation elle-même au sein disons, de la population qui croit, ils ont la confession juive. Par exemple, j'ai Shlomo Sand, il dit, moi, je ne suis pas considéré comme étant un Israélien, un citoyen israélien, tout simplement parce qu'il n'a pas les deux parents juifs. T'imagines un peu comment... Ouais, donc on peut vraiment parler de régime d'apartheid, quoi. C'est vraiment, c'est littéralement la définition. Ouais. Complètement. C'est l'acquisition des territoires. Ça, voilà, la question palestinienne, ça se résume à ça. C'est l'acquisition des Palestiniens. Alors, des territoires. Alors que les Palestiniens se rebellent, prennent les armes, des luttes politiques, des luttes syndicales, des luttes militaires, etc., on leur reproche de le faire. Eh bien non. D'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire, à distiller la propagande israélienne dans les médias qui sont les nôtres en France. Du moment où on parle de la lutte armée d'un peuple sous l'occupation, eh bien non, on parle du terrorisme. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, cette notion de terrorisme-là, c'est une notion malléable selon les intérêts de ceux qui l'utilisent. C'est ça en fait. Juridiquement, il n'y a pas de définition. Oui, parce qu'en plus, on a vu que l'utilisation de terrorisme, il y a, alors je me souviens plus quel média, mais qui avait fait la comparaison aussi par pays. C'est-à-dire que l'utilisation du terrorisme, comme il y a eu en France, ça a été une véritable hystérie à ce niveau-là, à dire voilà, faut dire terrorisme, c'est important, etc. Et on se rend compte que dans certains pays, par contre, ils n'ont pas ce langage-là. Alors ils vont utiliser d'autres trucs, il va y avoir une autre propagande, mais qu'en fait, même la propagande s'adapte à chaque pays, parce qu'en fait, le mot terrorisme a un écho en France, et c'est un petit peu ça qui s'est passé, quoi. Donc d'où le fait que le 7 octobre, et qu'ils ont voulu faire commencer ça le 7 octobre, ça permet de parler non pas d'un conflit qui date depuis plusieurs décennies, mais ça permet de dire voilà, il y a eu du terrorisme, donc on se défend, quoi. En fait, pour qu'on résume la lutte politique et la lutte armée de tout un peuple sous l'occupation, sous la colonisation au 7 octobre, tout simplement parce qu'on crée un préalable. Tu te rappelles de tous les plateaux de télévision, si on ne condamne pas l'acte du 7 octobre, et d'ailleurs, entre guillemets, le 7 octobre, qui a fait quoi? Là maintenant, les informations nous reviennent que ce qui était reproché aux partis politiques religieux, je dis bien un parti politique religieux, le Hamas, c'était pas vrai en totalité. Il décape les enfants, il viole les femmes, et ainsi de suite. Ça, c'était pas vrai. Et même au sein des médias israéliens, ils disent que c'est pas vrai. Donc voilà, on essaie de court-circuiter tous les débats autour de la cause palestinienne, parce qu'on vit dans un moment dans lequel tous les mouvements révolutionnaires, ils sont criminalisés, ils sont traités de terrorisme. Et en plus, quand un mouvement révolutionnaire provient d'un pays arabe, alors là, je te dis pas, là, c'est la totale. D'ailleurs, ce n'est pas que le Hamas, je te dis, selon mes informations, ce n'est pas que le Hamas qui prend les armes contre Israël, contre l'occupation israélienne. Il y a les partis religieux, ils sont 3, d'accord, palestiniens. Bon, ils sont religieux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais il y a aussi 5 autres organisations laïques, démocratiques, communistes, progressistes, des marxistes qui prennent les armes. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai vue, c'était celle du Front populaire de la libération de la Palestine.
eh bien, ils ont les armes à la main et, pardon, voilà, je fais comme ça. Ils ont les armes à la main, lutter côte à côte, donc du djihad ou du Hamas ou du Front démocratique de la libération de Palestine ou autre et ainsi de suite. Ce n'est pas que la main. On nous présente la chose comme si, parce que ils ont toute une idée derrière, c'est de présenter la question palestinienne comme c'est une question religieuse entre les musulmans et les juifs. Ce n'est pas ça. La question palestinienne, il faut la voir claire, nette, c'est une question d'occupation des terres de tout un peuple par les armes et la preuve, tous les génocides qui se produisent sous le nom, on va éliminer le Hamas et ainsi de suite. Tout le monde voit des milliers de femmes et d'enfants, de vieillards qui on refuse même aux ambulances d'aller chercher les cadavres. Et tu sais que maintenant, les cadavres, ils se décomposent dans tout le Gaza, et pas que le Gaza, même dans la Cisjordanie. Et d'ailleurs, la Palestine ne se résume pas à Gaza et à la Cisjordanie. La Palestine, c'est tout entière. Bon, on dit, bon, voilà, écoutez, au niveau de l'équilibre politique, juridique au niveau international, on a réussi à avoir quand même de contraindre Israël d'accepter, de se limiter à l'occupation de 1948 jusqu'à 1967. Et même ça, Israël n'en veut pas. Ben, il continue. Voilà, il continue. Moi, je considère que voilà le fond de la chose. Pourquoi on se limite au 7 octobre? Je ne connais pas un peuple sous l'occupation qui ne prend pas les armes, qui ne creuse pas les tunnels, qui se défend. Je ne connais aucun peuple qui accepte l'occupation. D'ailleurs, nous, ici en France, on ne l'a jamais accepté. Et on a traité de terroristes. Toute la résistance communiste est en premier, et on les a traités des terroristes. Sous Vichy, eh bien, on a le PCF qui est le parti des milliers de martyrs. Et comment on fait? Les martyrs, on va les considérer aussi des terroristes parce qu'ils ont posé une bombe dans la gare, parce qu'ils ont tué un soldat, un nazi, parce que non, ça ne tient pas la route cette histoire. Et donc le 7 octobre, ce n'est qu'un résumé d'une situation qui était étouffée, et le peuple palestinien, il a toujours préparé ses ripostes, il a toujours préparé sa lutte, soit en 2023, soit en 1982, soit en 1948, et bien même en 1936. Je me rappelle de la révolte, même de la révolution en 1936 contre la Grande-Bretagne. Les Palestiniens n'ont jamais accepté qu'on leur enlève, qu'on les chasse de leur terre. Ça, il faut le retenir, il faut le dire, il faut le redire, il faut le dire, il faut le redire. On ne peut pas dire simplement que la question palestinienne commence le 7 octobre. Ça, c'est faux. Oui, c'est une volonté, c'est vraiment une volonté de faire de la propagande là-dessus. Hein. Ça, je veux dire, le doute n'est presque plus permis. Hein. Et alors, moi, je voulais aussi te demander pourquoi est-ce que il s'est quand même passé en France quelque chose, c'est que la France avait une position historiquement assez particulière dans le conflit israélo-palestinien, parce que elle a tenu pendant longtemps, que ce soit la droite ou la gauche. Hein, je veux dire, on se souvient de Chirac qui avait You want I go back to my plane, le fameux, toutes ces choses-là, etc. Où la France avait une position historiquement où justement il voulait quand même défendre les Palestiniens et reconnaître le fait qu'il y avait une colonisation en cours. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que tout récemment, on a eu partis de gauche comme de droite qui se sont mis d'un seul coup à défendre la cause israélienne, là où même historiquement certains partis ne faisaient absolument pas ça, quoi. Alors, est-ce que c'est le mot terrorisme qui a fait peur à tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau français? La question elle est vraiment très intéressante et en même temps elle est très compliquée. Au niveau de la France comme au niveau du monde entier, il faut se rappeler d'un événement qui a touché toute la planète, c'est la disparition de l'URSS.
de l'Union soviétique. D'accord? Et donc, à partir de là, les Américains, pour les nommer ainsi, les États-Unis d'Amérique, ils ont considéré qu'ils ont gagné une grande bataille contre les mouvements communistes, contre le bloc communiste, c'est ainsi ça s'appelle, mais c'était le bloc socialiste, contre tous les mouvements révolutionnaires de libération, de l'indépendance, de la décolonisation, etc. Et donc à partir de là, les États-Unis, et l'OTAN derrière, ils ont considéré que c'est opportun pour eux d'enfoncer un peu le clou. Du coup, le rapport de force sociale et le rapport de force politique, disons-le, il était des côtés des forces impérialistes. Voilà. Ça se traduit derrière par, même au niveau de la France, par l'affaissement de la voie à laquelle on disait qu'il se tenait la cause palestinienne. Pour moi, ce n'était pas un soutien. C'était juste l'affirmation d'une résolution des Nations Unies qui disait et qui dit encore que bon, d'accord, Israël, il est là, on va la reconnaître, c'est-à-dire reconnaître la colonisation, mais avec des limites jusqu'à 1967, jusqu'à la guerre de 67. Et donc, on arrive à la résolution de dire, Israël doit vivre avec les Palestiniens, 2 États sur le même territoire qu'est la Palestine. Ça, la France, il l'a défendu, comme il l'a défendu d'autres positions auprès d'autres organisations politiques, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que depuis, il faut savoir que la France est engagée dans un processus de la construction européenne. Et cette construction européenne-là, elle est sous les bottes des États-Unis, pour ne pas dire plus. Donc, si tu veux, même la souveraineté des États européens, elle est soumise à l'oncle Sam, comme on dit. L'oncle Sam, c'est les États-Unis. Et c'est eux qui commandent, avec les centres financiers, la Banque européenne, et ainsi de suite. Donc, la souveraineté d'un État, il l'est plus. Je te renvoie à l'euro. On ne fera plus monnaie. L'État, le premier élément d'un État, c'est de frapper sa monnaie. On ne fera plus notre monnaie. On n'a plus le franc, on a l'euro. Et l'euro, c'est une construction européenne au service de l'économie des États-Unis d'Amérique. Et dans ce contexte-là, même à la direction des affaires de l'État, y compris le poste de l'exécutif qui est celui du président, il ne peut pas être autre chose. Il ne peut pas ni être Chirac, ni Mitterrand, ni etc. Même si moi, personnellement, je ne suis pas de la position ni Chirac, ni de Mitterrand. Mais ce qui a enclenché l'idée que la France défendait, elle était un peu, ce que tu disais, pro-palestinien, si tu veux, pro-palestinien dans le sens où on lui reconnaît au moins l'existence sur une partie de sa terre, de ses terres, on va dire, de son territoire. 1967, on descend jusqu'aux limites avec l'Égypte et on revient jusqu'à la mer Rouge et on remonte jusqu'à la Jordanie, etc. On lui reconnaît cela. Maintenant, Israël se considère que cela est révolu. Il n'est pas tenu, il n'est pas tenu de cette résolution. Et d'ailleurs, Israël n'est jamais tenu d'aucune résolution qui était, rappelons-le, les résolutions qui étaient en faveur des peuples palestiniens, elles étaient le moment où il y avait le conflit au niveau international, appelons-le comme ça, entre les deux blocs, le bloc impérialiste et le bloc des pays socialistes
en leur tête, c'était l'Union soviétique. Ce rapport-là qui faisait l'équilibre, et donc de cet équilibre-là découle l'équilibre de maintenir ou de demander deux États, un État israélien et un État palestinien sur la Palestine. Dans cela s'inscrit la position de la France officielle. On n'est plus là. Donc, puisqu'on n'est plus là, eh bien, même la gauche, on va dire, par conséquent, même la droite, eh bien, tout le monde est, on va dire, conquis par la position impérialiste. Tu te regardes même au niveau des autres sujets, même la gauche, elle est prise au piège d'autres prises d'opposition, soit au niveau international, soit au niveau local, où la gauche s'est affichée. En fait, on a un processus qui va de la fin de l'URSS à la création de l'Europe, le Maastricht, etc., et qui découle ensuite. Et c'est vrai que les positions françaises ont changé depuis Chirac, c'est-à-dire la création de l'Europe avec l'arrivée de Sarkozy, qui lui était plutôt pro-américain, même clairement pro-américain. Et parlons pas de Hollande et de Macron, qui sont plutôt sur la même longueur d'onde. Donc c'est assez particulier. Après, il y a eu une position particulière aussi au niveau du PCF, qui a eu une position qui a changé là au niveau du 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la recrudescence a atteint tout le monde, malheureusement, hein, même si le PCF était parmi les organisations qui soutenaient le peuple palestinien et ainsi de suite. Sauf que la seule chose qui reste au PCF, c'est la continuité de son existence. On va dire, ça va. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais bon. En termes de, par exemple, la section internationale du Parti communiste, hein, je ne vois pas ça parce que je ne chante pas avec les loups de ceux qui sont contre le PCF. Dieu sait combien il y en a, hein, voilà. Mais bon, hein, on garde avec toute mesure considérée que le PCF était toujours aux côtés des peuples palestiniens. C'est vrai, son point de vue a changé. Moi, je ne le partage pas. Je ne partage pas de considérer la lutte palestinienne comme étant des actes de terrorisme. Et je regrette quand même qu'on ait, sous la pression médiatique, les responsables des partis politiques qui se sont empressés d'aller devant les médias pour dire on condamne, c'est le Hamas. C'est pas le Hamas. Les faits qu'on a actuellement prouvent que c'était pas le Hamas. C'était une résistance, et c'est encore une résistance de tout un peuple. Et tout ce qu'on a reproché de viol, de tuer les enfants, etc., c'est du côté du colonisateur qui est Israël, ce n'est pas du côté de la résistance palestinienne. Il faut qu'on arrête avec ça. Et malheureusement, on tombe dans ce piège-là. Et ça rejoint aussi les faiblesses intellectuelles et une certaine fainéantise de ne pas aller chercher, de ne pas dire un peu la vérité, parce que voilà, on dit la vérité comme je considère la dire maintenant avec toi, ça passe pas dans les médias, ça ne peut pas passer. Je serais traité d'antisémite, je serais traité de tous les noms. Ça a été ça, à mon avis, le gros problème, c'est qu'on a focalisé énormément sur les actes en eux-mêmes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre. Qui peuvent être condamnables en eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que massacrer des civils, prendre des gens dans un festival, à vérifier, etc. À vérifier. Voilà, il y a eu des civils morts. À vérifier. Ça, à vérifier. Voilà. Je te laisse avec tes propos, mais en tout cas, moi, du jugement que j'en ai, des informations que j'ai moi en tout cas, moi j'ai aucun mal à condamner quand on tue un civil, peu importe quel civil, peu importe quelle religion il a, etc., etc. Mais ce qui est quand même assez odieux, c'est qu'on a vu le décalage de discours en fonction le choix des civils, quoi. C'est-à-dire que les civils israéliens, à juste titre, il y a plein de gens qui sont allés pleurer pour ça, etc. Et c'est très bien, je veux dire, faut pas massacrer de civils, peu importe où ils soient. Mais par contre, en face, quand il y a 10 fois plus de civils palestiniens qui sont tués, alors là, on a trouvé toutes les excuses du monde. Oui, mais c'est des morts propres, c'est des dommages collatéraux, c'est etc., etc.
ce qui est quand même assez odieux, quoi. On a quand même eu des intellectuels de plateau qui sont venus nous raconter. Si je peux me permettre, l'action de creuser les tunnels et de passer sous le mur, comme on l'appelait à l'époque, le mur de la honte, qui sépare donc les territoires palestiniens, les organisations militaires de la résistance palestinienne, ils ont réussi à battre tous ces obstacles, y compris toute la technologie militaire du colonisateur Israël dans la bande de Gaza. Ils avaient pour objectif le 7 octobre, pas les civils. Si on regarde, les éléments ne reviennent pas tout à fait complètes pour l'instant, ils ne reviennent pour dire que l'action a visé des casernes militaires du colonisateur d'Israël et non pas les civils. Ça, à vérifier, c'est un débat qui sera éclairé à la suite des événements qui viendront et ainsi de suite. Mais la résistance palestinienne, grosso modo, c'est vrai, dans toute action, tu peux avoir, tu peux avoir un civil et ainsi de suite qui marche. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour. Je suis pour une guerre propre, comme on dit. Ce que fait la résistance, les mouvements militaires de la résistance actuelle, quand on voit les informations, eh bien, ils tuent les militaires. C'est une action militaire. Et qui tue les civils, c'est le colonisateur Israël, et non pas là on l'a raconté. C'est comme ça Israël a raconté la chose. Israël pour dire ben voilà, on était victimes, il y a un mouvement religieux qui nous attaque, nous les pauvres juifs, et bien on est attaqués par les méchants musulmans, etc., qui sont le Hamas, et ainsi de suite. Ça c'est une version du colonisateur, et non pas la version des faits. Je ne la crois pas. Moi, je ne crois pas la version israélienne qui est là à envoyer tous nos écrans, tous nos journaux, et même parmi les journaux et parmi les médias, ceux de la gauche, à raconter, oui, moi je condamne l'acte du 7 octobre. Mais qu'est-ce que c'est que l'acte du 7 ? Qu'est-ce que c'est que cet acte ? En quoi consiste-t-il ? Personne ne le sait. C'est vrai que c'est pour un l'instant, truc, personne ne le sait. C'est un truc qui n'a pas été fait, et qui vaudrait peut-être le coup d'être regardé. C'est si on prend comme point de départ le 8 octobre et non le 7, si on prend comme point de départ de 8 octobre, ce serait intéressant de compter les civils morts d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, tout Parce à fait. que je pense que depuis le 8 octobre, du moins des informations que j'ai moi je ne fais que me renseigner par réseaux sociaux, par des médias, etc. J'ai mes informations qui sont les informations que tout le monde peut avoir. Je n'ai pas entendu parler de nouveaux civils israéliens qui ont été tués. Non, par contre, le décompte des civils gazaouis principalement, il y en a eu aussi en Cisjordanie, mais palestiniens de manière générale, le décompte des civils morts depuis le 8 octobre est énorme. Là, on compte en dizaines de milliers, quoi. Mais tiens, tu sais qu'on rase toute une région de la Palestine qui est Gaza. Et on a commencé à raser la Cisjordanie. On rase les bâtiments, on tue les enfants, on rase tout. Mais alors, d'une manière, ils vont pas me dire, même j'ai entendu des experts militaires français, qui sont pas ni communistes, ni progressistes, ni rien du tout. Ce sont des gens de l'armée. Ils disent, c'est pas possible qu'on jette une quantité de bombes sur un territoire à 100 mètres carrés pour dire je vais tuer un terroriste. Admettons, on va tuer un terroriste, mais tu jettes pas toutes ces bombes-là sur une population pour me dire à la fin, oui, mais ils ont creusé un tunnel, au final, ils ont trouvé ni tunnel, ni rien du tout de tout cela. Le but d'Israël, le but de colonisateur Israël, c'est d'occuper encore plus de territoire. Et je t'informe quand même que cette guerre s'inscrit dans le cadre du Grand Moyen-Orient. C'est la politique des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le Grand Moyen-Orient ? Ça part du Maroc, jusqu'en Chine. Tu vois un peu ?
Tu pars Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Jordanie, ainsi de suite. Tu montes au Pakistan et tu descends en Inde et jusqu'aux limites de la Chine. Que des pays où il y a eu des guerres sur les 30 dernières années. 22 pays arabes plus les autres. Le Pakistan, l'Inde, etc. Tout ça. C'est un projet américain. Il était officialisé en 2004. Pourquoi faire de tout ça? 2 objectifs. La question palestinienne, la résistance, la révolution palestinienne, on la tue. La première des choses, parce que c'est un obstacle. La deuxième des choses, c'est réduire tous les États de la région en des États ethniques. La preuve, l'Irak. Tu vois, on essaie, la Syrie, ils sont intervenus là-dessus. Donc, on essaie de morceler la région. Le troisième objectif, c'est de permettre un canal commercial qui ramène les marchandises de l'Asie et de partout du monde et arriver à l'Europe et en Amérique. C'est une deuxième ligne de voie commerciale de la soie pour contrer une autre voie qui est constituée entre la Chine, la Russie et ainsi de suite. Tu vois un peu comment c'est un c'est vrai fait. processus politique. C'est pour ça que c'est intéressant de parler aussi de ce qui est en train d'être fait à la Palestine, non pas comme une fin, mais comme une étape. Oui, c'est ça qui est terrible aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très cynique là-dedans. Hein. C'est de dire on rase une population, on s'en fout. De toute façon, une fois qu'elle est plus là, on peut s'installer comme on veut. Puis de toute façon, personne ne dira rien, c'est des Arabes. Quoi. Il y a vraiment ça qui ressort. C'est ça. T'imagines là maintenant, je m'arrête à 20 000, mais il y a plus, ça c'est pas moi qui le dis, les Nations Unies le disent, les autres organisations de santé ou autres le disent, on est vers les 30 000 morts, 30 000 morts. Les 2 tiers des 30 000 morts, ce sont les enfants, les bébés et les femmes. Et tous les jours, avec les catastrophes, même naturelles, mais non, la nature n'a pas épargné le peuple palestinien, on a tous les jours donc des enfants on les enterre n'importe là on peut. Les chiens, ils sont en train de dévorer les cadavres qui sont décomposés dans tout le Gaza. Donc, on a les Américains, parce que moi je considère quand même, et c'est pas une prise de position personnelle, mais cette guerre, c'est une guerre des États-Unis d'Amérique. Tout simplement. Et le gendarme le moyen par lequel ils font la guerre, c'est par Israël. Voilà. C'est aussi simple que ça. Du moment où on a compris ça, eh bien, tout le reste va de soi. Sauf que le peuple palestinien, c'est un peuple qui résiste comme tous les peuples et ils ne peuvent pas arriver à son bout. Ils ne peuvent pas. Depuis 100 ans. Depuis 100 ans que ça dure cette histoire. Rappelons l'Algérie. Hein. L'Algérie, c'est 130 ans quand même. Qu'on considérait l'Algérie, c'est française. Hein. Et malgré cela, au bout de quelques années, l'histoire a changé. Et moi, je l'espère pour le peuple palestinien. Oui, j'espère pour le peuple palestinien, pour un État démocratique palestinien, et peut-être on abordera cette question au suivant. Justement, ça tombe bien. C'est marrant parce que c'est exactement la question suivante. Alors, je décrirais ta position, c'est non pas mon point de vue, mais je dirais par rapport aux positions qu'on peut entendre de façon médiatique, tu as une position qui est quand même plus radicale. Et par radical, j'entends que même dans des forces qu'on peut considérer comme progressistes, etc., on a une tendance à vouloir la solution à 2 États, etc. Oui. Et toi, tu as une position que je t'ai déjà entendu tenir sur le fait que toi, tu as plus une position à un État. Oui. Donc, tu en parlais un petit peu tout à l'heure déjà, hein, c'est le fait de refuser en fait, le qualificatif d'État pour Israël. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, cette position à un État? Oui. Alors... attends, on va faire une petite pause, on reprendra la question
connexion après. Désolé, encore un problème de batterie. Alors encore une fois, nous nous excusons pour la pause technique. On n'a pas de matériel professionnel, donc on a dû changer de caméra. On reprend du coup où est-ce qu'on en était. Je vais donc reposer ma question pour toi, Moa. On peut considérer ta position comme assez radicale par rapport aux solutions qu'on peut entendre, y compris dans le camp progressiste en France, notamment sur la question de la solution à 2 États. Est-ce que voilà, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que tu as une position qui au contraire serait celle d'une position à 1 État? Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Voilà, explique-nous ça, s'il te plaît. Oui. Alors, la solution des 2 États, c'était une solution qui était adoptée par les Nations Unies suite, comme je disais tout à l'heure, à un équilibre international et en même temps un équilibre national au niveau palestinien, c'est-à-dire suite à la résistance palestinienne et suite à l'existence de 2 blocs à l'époque, les Nations Unies, ils ont adopté la résolution de dire au final, ils reconnaissent l'occupation israélienne de la Palestine jusqu'aux limites qu'on appelle la ligne verte, jusqu'à 1967, et le reste revient aux Palestiniens. À savoir que déjà ce qui était préservé à l'État israélien, c'est 78% des terres de la Palestine. 22% restants, c'est pour les Palestiniens. Et morcelés. Déjà, socialement, historiquement, ça ne peut pas tenir la route. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, reconnaître 2 États, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître 2 États? Eh bien, la première des choses, moi, la première objection que je mets à cette résolution, c'est que la reconnaissance de l'occupation de la Palestine par l'État d'Israël. C'est-à-dire, on reconnaît la colonisation, qui est contraire à même le droit international. Quel droit international reconnaît la colonisation? Soit de la Palestine, soit de l'Algérie, soit du Maroc, soit du Vietnam, soit n'importe. Le droit international est arrivé au bout de dire la décolonisation, c'est-à-dire l'autodétermination des peuples sur leur territoire, c'est-à-dire sur leurs terres qu'ils occupaient depuis des siècles, etc. Ce n'est pas le cas de la solution des 2 États. Quand on dit des 2 États, c'est-à-dire on reconnaît l'occupation, la colonisation sur une partie, 78%, c'est plus que les 2/3 de la Palestine pour l'État d'Israël. Et on leur fait, entre guillemets, une faveur, comme quoi ils doivent, le peuple palestinien doit se contenter des 22% qui restent. Pour moi, ça passe pas. Même si cette prise de position était adoptée aussi par le camp, on va dire, progressiste, européen, etc. Et même si l'OLP, c'est l'Organisation de la Libération de la Palestine, c'est la seule organisation qui est reconnue au niveau mondial, au niveau institutionnel, au niveau du monde, et même au niveau des Nations Unies. À la fin, ils ont dit, écoutez, au final, on peut prendre les 22%, et on attente d'avoir le reste du pays. Oui, c'est un petit peu de la paix pour pas cher, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a oublié toute la colonisation britannique, on a oublié comment les enjeux entre la France et la Grande-Bretagne à l'époque, comment ils ont divisé la région, comment ils ont installé les colons, on va dire juifs. J'ai rien contre les juifs, hein. Moi, ni les musulmans, ni les chrétiens, j'ai rien contre ça. Mais c'est ça en fait. Donc, dire de la solution des 2 États, ça marche pas. Et en plus, l'État colonisateur israélien ne reconnaît pas cette solution.
Il ne veut pas de cette solution. Son objectif, lui, c'est le grand Israël. Je te disais tout à l'heure que Israël, c'est un projet de colonisation. C'est pour cela qu'il n'a pas limité ses frontières. Lui, c'est dans la Palestine, et pourquoi pas dans la Jordanie, et pourquoi pas dans le nord de l'Arabie Saoudite, et pourquoi pas jusqu'au Caire, donc au cœur de l'Égypte, et ainsi de suite. Donc c'est tout un projet d'occuper toute une région. Il s'avère maintenant, avec les découvertes scientifiques, tout ça, que c'est en plus de l'intérêt commercial, que c'est une région très riche, et ainsi de suite. Les Palestiniens, ils n'ont pas de problème avec les Juifs. Eux-mêmes, les Palestiniens, ils sont des Juifs. Une partie des Palestiniens, ils sont des Juifs. Les Palestiniens, ils demandent un État démocratique pour tout le monde, sur toute la Palestine. Un État, je dis bien un État démocratique laïque. Ce sont les résolutions de l'OLP jusqu'à 1992 où ils ont dit, bon, ils n'ont pas abandonné l'idée. Soit ils ont abandonné l'idée de dire, bon, on ne prend plus les armes, on va tenter les solutions politiques. Bon, voilà, on essaie des rencontres avec les chefs d'État et ainsi de suite. Donc, du coup, on va faire des résolutions pacifistes. Et voilà, ça a commencé par la résolution du Camp David. Ça arrive jusqu'aux résolutions d'Oslo. Et rien de cela. L'autorité palestinienne, elle n'est réduite à rien. L'autorité palestinienne, il n'a rien d'autorité. Qu'est-ce qu'il a? Il a la police. Et cette police-là, il n'assure pas l'ordre dans Gaza et dans la Cisjordanie. Il assure l'ordre contre les Palestiniens. Donc, l'autorité palestinienne n'a pas les prérogatives d'un État. Et les prérogatives d'un État, la première des choses, on frappe la monnaie. Où est la monnaie palestinienne? La deuxième prérogative, c'est d'avoir la force de sécurité et militaire. La troisième, c'est avoir un territoire. La quatrième, c'est d'avoir une justice. Rien de cela. C'est un fantôme. On a installé un fantôme. C'est une volonté, parce que d'une certaine manière, ça permet justement les discours qu'il y a aujourd'hui sur les terroristes, etc. C'est de dire il n'y a pas de groupe armé officiel palestinien, donc en fait tous peuvent être considérés comme des groupes terroristes. Oui, oui. De toute façon, dans l'ère où on traverse, parce qu'on sort quand même d'une ère qui est difficile à considérer tous les mouvements révolutionnaires comme étant des mouvements terroristes, eh bien, ça va de soi pour les Palestiniens. Qu'ils ont la casquette religieuse, ou la casquette communiste, ou la casquette progressiste ou autre, tout le monde, du moment où il s'agit d'un mouvement révolutionnaire d'indépendance contre la colonisation, c'est-à-dire un mouvement de décolonisation et d'autodétermination d'un peuple, soit le peuple palestinien, eh bien, il est considéré par les États impérialistes, y compris en Europe ou aux États-Unis, comme étant des mouvements terroristes. Voilà, c'est pas nouveau, cette histoire. Donc c'est pour cela, moi je dis, il n'y a pas que moi qui lui dis cela. Même dans on va dire dans les archives de l'OLP, eh bien, c'est un État démocratique. On ne peut pas, ni l'État israélien, parce que c'est un État d'apartheid, ni l'autorité palestinienne n'a pas les moyens, peuvent construire deux États côte à côte. Voilà, ce qu'il faudrait, et moi je trouve ça c'est dans le sens de l'histoire, c'est que un État démocratique pour tout le monde, juif, pas juif, musulman, pas musulman, chrétien, pas chrétien, c'est un État palestinien. Et d'ailleurs, des historiens, bon, je vais dire juifs ou voilà, de confession, je les ai cités déjà, plein d'autres, ce qu'on appelle les néo-historiens, eh bien, avec des recherches académiques, ils se sont rendus compte au final que vraiment la solution, c'est celle-là et non pas d'autre. Parce que on reconnaît sur les 2/3 de la table la colonisation, et bien le lendemain, la colonisation, elle prend un tiers qui reste de la table. Hein. Ça, il ne faut pas... voilà. Et en plus, le colonisateur, il veut pas de ça. Le colonisateur, lui, soit il se remet
à la réalité. Et pour se remettre à la réalité, ben, malheureusement, comme dit les grands experts de l'armée, les grands experts de l'histoire n'est pas faite par des gants blancs. Malheureusement, elle est faite par des gants rouges, c'est-à-dire le sang du peuple palestinien a coulé et va continuer à couler. Et ceci, voilà, c'est le sens de l'histoire, comme on a fait, comme c'était en Europe, comme c'était en Afrique. Tous les peuples, ils ont versé du sang pour avoir leur indépendance. C'est très compliqué pour le peuple palestinien parce qu'il a en face quand même trois forces très fortes au niveau mondial. Les États impérialistes, les États-Unis et l'Europe. Il a le colonisateur Israël. Mais ceci dit, on a oublié une chose très intéressante. Les États arabes, les États réactionnaires arabes, ceux-là, ils sont main dans la main avec l'État israélien parce qu'ils ne veulent pas l'autodétermination du peuple palestinien. La preuve, tout ce qui est les réunions de la Ligue arabe ou de la Ligue des musulmans et ainsi de suite, ils vont dans le sens d'avoir des relations avec Israël. Et d'ailleurs, le dernier accord, c'était l'accord d'Abraham, où il y avait le Maroc, où il y avait l'Arabie saoudite, etc. Donc, parce qu'ils considèrent qu'avec la technologie, ils intègrent, j'ai parlé tout à l'heure du Grand Moyen-Orient, le projet du Grand Moyen-Orient. Eh bien, ils sont dedans. Ils n'ont aucun intérêt. La libération et la liberté des peuples palestiniens menacent même les États arabes, même les États réactionnaires arabes, parce que c'est une porte ouverte à toute une indépendance incomplète. Et les peuples arabes, si le peuple palestinien se libère de la colonisation israélienne, eh bien les peuples arabes ils se libéreront aussi de leurs États réactionnaires. Oui, c'est bien la preuve, s'il en fallait une, c'est une preuve supplémentaire du fait que c'est pas une guerre religieuse d'ailleurs, parce que on se rend bien compte que les États arabes qu'il y a autour, c'est des États qui sont plutôt en majorité musulmans, et qui sont plutôt favorables à Israël, qui ont d'ailleurs pris des positions, si ce n'est pro-Israël, au moins très mitigées. Il y en a beaucoup qui ont préféré rien dire, donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même pas vraiment de guerre religieuse là-dedans. Tout à fait. Et du coup, en fait, alors ça vient sur ma question suivante. Donc ça, c'est en théorie l'idée d'avoir un État, un seul État, la solution à un seul État. On peut voir cette théorie comme une solution, mais en pratique, est-ce que toi tu penses qu'il y a une possibilité d'aller vers du mieux, concrètement en fait, comment on pourrait aller vers du mieux là, dans les jours qui viennent, mais même dans les années qui vont venir, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller vers du mieux, d'après toi? Alors là, moi, je suis optimiste malgré les difficultés de la situation et des massacres et des génocides que subit le peuple palestinien. L'histoire, c'est une histoire des luttes de classe. Des moments, ils se manifestent par des urnes. Des moments, ils se manifestent par des grèves. Des moments, ils se manifestent par la lutte armée. C'est le cas du peuple palestinien. Tant que, c'est ça mon espoir, tant que le peuple palestinien, qui fait jusqu'à maintenant, malgré les martyrs, malgré les génocides en masse, mais vraiment inqualifiables, malgré tout cela, le peuple palestinien, il est attaché à sa terre, il est attaché à la Palestine. Les réfugiés dans le monde entier, ceux qui sont dans les pays arabes, les limitrophes, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout, le peuple palestinien, il est toujours attaché à cela. Et à partir de là, du moment où tu as un peuple qui est attaché à sa terre, tu ne peux pas lui enlever. Tu ne peux pas... on peut raconter ce qu'on veut, le Hamas, le terrorisme, tout ce qu'on pourrait raconter contre ce peuple-là. Il est attaché à sa terre. Et de là naît l'espoir. Et sa résistance pourrait prendre des manifestations politiques, armées, soit religieuses ou marxistes, ou communistes, ou tout ce qu'on veut, mais il est attaché à sa terre. Du moment où il y a cette... je qualifie cela d'une symbiose entre l'homme et la terre.
entre l'homme, entre guillemets l'homme, homme et femme, hein, c'est pas sexiste ce que je dis, entre le Palestinien, les Palestiniens avec leur terre, et bien à partir de cette symbiose-là, la lutte pour l'indépendance continuera. Quant à ce qu'il vaincra, ça je ne peux pas le dire. C'est des éléments militaires, politiques et ainsi de suite, et peut-être aussi le soutien des peuples du monde, parce qu'avec tout ce qu'on vit même en France ou ailleurs, qui pourrait balancer le rapport de force en la faveur, comme on l'a fait d'ailleurs, hein, en Algérie, au Vietnam ou ailleurs. On a soutenu ces luttes-là, et les luttes, rappelons, hein, le peuple vietnamien, il a vaincu de force. Il a vaincu la première force impérialiste, la France, et il a vaincu la deuxième force, les États-Unis d'Amérique, avec les tunnels. Voilà. Les fameux tunnels. Et les fameux tunnels. Eh bien, les Palestiniens, ils font comme les Vietnamiens. Pour l'instant, donc, pour l'instant, ils tiennent tête à la plus grande puissance qu'ils ont mis en échec par rapport à tout ce qu'on disait, on racontait l'armée invincible du monde. Ça montre qu'on est au 3e mois, malgré le seul objectif que l'armée de la colonisation de la Palestine, qu'est-ce qu'il a gagné? Le seul objectif qu'il a réussi à faire, c'est le massacre des populations civiles. Et ça, c'est même dans les bouches de tout le monde, même de ceux qui sont sur les institutions. Je pense par exemple à l'ONU, je pense même à l'Europe. Même au niveau des institutions et des régions de l'Europe, ils commencent à ouvrir un peu les yeux, à dire voilà quoi. Et ça, je pense, c'est le mérite du peuple palestinien, et on doit en tirer la leçon, parce que nous ici on nous raconte ben voilà, ils sont forts, ils sont ceci, ils sont cela, mais du moment où il y a la détermination de tout un peuple pour ses droits, soit de terre, soit de liberté, soit de là, du moment où il y a cette vraiment conviction dans le cœur du peuple, et je pense ça, personne ne peut l'enlever aux Palestiniens, et personne ne peut l'enlever même aux Français, à tous les peuples du monde. Alors justement, on va essayer de repartir un petit peu en France. Donc on a vu un petit peu la face historique et géopolitique actuelle. Et alors moi là, il y a une question qui me venait. Alors je pense que toi comme moi, et tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais je vais le préciser aussi pour moi, on n'a aucun problème avec la judéité, on n'a aucun problème avec les juifs de manière générale, et envers toutes les religions. Pourtant tous les deux on n'est pas religieux, ni pratiquants, ni quoi que ce soit. Mais moi la question religieuse m'importe peu. Il y a plus une question politique qui se passe. Pourtant, il y a des accusations d'antisémitisme qui ont fusé de partout, au moindre mot, jusque dans des tweets, dès qu'on parle d'antisionisme. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, ça reflète une réalité, c'est que le mouvement sioniste, il voudrait que, en fait, déjà, il est présent partout. Et surtout dans les milieux intellectuels, dans les milieux des arts, le cinéma, le théâtre, la politique, les médias, et ainsi de suite. Ce mouvement-là, les gens qui représentent ce mouvement-là, ils sont présents. Donc, ils distillent tout cela avec un appui financier. Je prends par exemple les médias. Eh bien, les médias du moment où, malheureux, comme je l'ai dit, à celui qui considère Israël comme un État d'apartheid ou un État de colonisation, et on l'assimile à un antisémite, tout simplement parce que on considère qu'Israël, c'est lui qui représente le judaïsme. Or, c'est faux. C'est faux. Le mythe du peuple juif, c'est pas moi qui le dis, c'est Shlomo Sand. C'est une grande personnalité donc, du milieu de la recherche, qu'est-ce qu'on pourrait dire, du milieu de l'académie, il a fait la démonstration du mythe qu'on a raconté aux Juifs, les premiers. Le peuple juif, ça n'existe pas, comme j'ai dit dès le début, c'est le peuple, ce n'est pas une connotation religieuse. Le peuple, c'est
c'est quelque chose de commun qui dépasse largement la religion. Il va au social, il va à nos codes de vivre ensemble, il va à nos contradictions, il va à nos histoires, il va à notre état, il va à notre... et ainsi de suite. Un peuple, on ne peut pas résumer, réduire plutôt, à dire d'un peuple qu'il est musulman. Ça va de soi pour les juifs, et ça va de soi pour les musulmans, et ça va de soi pour les chrétiens et toutes les autres religions. Donc, qu'on nous taxe d'antisémitisme, tout cela pour intimider, rappelle-toi de tous les plateaux, le jour où il y avait, après le 7 octobre, on ne peut pas dire un mot. Les journalistes, on vous demande, et qu'est-ce que vous en pensez des Hamas? Et qu'est-ce que vous en pensez de cela des terroristes? C'est pour intimider les gens à ne pas parler, de faire la distinction entre le sionisme, c'est un mouvement politique. Il faut dire les choses comme elles sont. Le judaïsme, c'en est une autre histoire. Ça renvoie à la religion, à la confession, aux croyances, et ainsi de suite, qu'on respecte, comme on respecte toutes les autres religions, etc. Le mouvement politique, eh bien, on a droit quand même de dire un mot politique contre ce mouvement politique. Eh bien, voilà, c'est une question politique. Laissons-nous discuter des politiques. Eh bien, si je dis... je trouve ça assez... paradoxal d'être à la fois le pays de la laïcité, etc., et de ne pas comprendre qu'à un moment, il faut faire la différence entre religion et politique. Oui. C'est quand même assez navrant de voir ça, en fait, pourtant de gens qui se targuent d'être les plus laïcs du monde et qui n'arrivent pas à se rendre compte qu'il faut quand même savoir faire une différence à un moment entre les actes politiques et les actes religieux, qui sont quand même différenciés, et d'autant plus qu'en France, on a quand même différents représentants de différentes communautés juives qui ont des discours différents. Oui, et au bout d'un moment, réduire les juifs à justement une seule entité, est-ce que pour moi c'est ça qui est antisémite, et c'est ça que je trouve dingue, en fait. Eh bien, on le enlève parce que j'allais dire, ce n'est pas les Palestiniens qui ont un problème avec les Juifs, c'est les Européens qui ont un problème avec les Juifs. Oui, d'où le fait qu'ils ont encouragé le sionisme, d'ailleurs. Exactement. Et parce que le sionisme, ça va de soi avec les intérêts de l'impérialisme, et c'est ça qu'on ne veut pas dire. Et si on lui dit, eh ben, on touche aux grands intérêts qui, je vais dire, c'est pas parce qu'on organise les élections qu'on est démocratique, hein, c'est parce que on a la loi 1905 qu'on est des laïcs, hein. On utilise tout ça pour servir les centres, excuse-moi, mais on sert les centres financiers. Et les centres financiers, eh bien, le sionisme, il est dedans. Voilà. Donc, je te renvoie par exemple à 1900, si ma mémoire est bonne, dans la réunion dans un hôtel, j'ai oublié le nom, où toutes les organisations sionistes se sont réunies en Amérique. Eh bien, toutes ces organisations-là, elles étaient des organisations sionistes avec l'appui des États-Unis. Ce n'est pas parce que... Oui, pas que l'appui des États-Unis, ça c'était assez marrant de voir qu'il y avait énormément d'extrême droite occidentale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui à la fin du 19e et au début du 20e siècle encourageaient le projet sioniste, parce que ça les arrangeait bien de virer les juifs du pays. C'était des antisémites purs et durs, mais ils se disaient, bon, quitte à ne pas les éliminer, autant les mettre ailleurs, quoi. Et il y avait vraiment, il y a eu un vrai encouragement de l'extrême droite de tous ces pays occidentaux à virer les juifs de cette manière-là, quoi. C'est quand même écoute, assez hallucinant. Moi, je suis de naissance du Maroc, dans le Moyen Atlas. Et dans le Moyen Atlas, les tribus, la plupart des tribus musulmanes et chrétiennes et juives. Moi, j'avais des amis juifs. On n'avait jamais de problème avec ça, ni de leur part, ni de notre part. C'est-à-dire, on se considérait tous des Marocains, au-delà de ce que tu pries dans ta maison ou autre, avec tes parents ou n'importe. Au-delà de ça, on est tous des amis, on jouait au foot, on se bagarrait, et ainsi de suite. On était tous là, on se considérait tous de ce territoire-là. Qu'on ne vient pas me dire, à Paris, ben voilà, on défend la laïcité au nom du sionisme. Et du moment où on attaque, on a un mot de travers contre le sionisme, et même maintenant les juifs, hein,
Il y a des organisations juives qui sont contre le sionisme. Oui. Malgré que l'origine du sionisme, eh bien, il y avait des gens athées dedans. Des gens athées. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas question de la religion. C'est une question d'un intérêt politique, économique derrière. C'est ça oui, exactement. Puis, c'est ça le sionisme qui est derrière. Tout à l'heure aussi que je trouve intéressant, c'est le fait que le sionisme a des places financières, mais on parlait aussi tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, qui a aussi sa place dans ce mouvement économique. Alors que c'est des musulmans. Oui. Donc, si tu veux, c'est ça qui est complètement paradoxal. Et on revient un peu aux premières questions que je te posais par rapport au 7 octobre et par rapport au fait qu'on veut réduire le conflit à ce 7 octobre parce que c'est un exemple un peu. Voilà, il y a des images, ça parle beaucoup. Mais du coup, en fait, ça casse un petit peu ce mythe-là dès qu'on commence à prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui a pu se passer. Quoi. Et oui, les faits sont têtus. Les faits sont là. Comment on explique l'alliance? Allez. Je vais de l'autre côté pour faire comprendre la chose. Comment on explique l'alliance entre les États arabes musulmans, même dans leur constitution, hein, je pars du Maroc, je saute l'Algérie parce qu'il ne reconnaît pas l'État israélien, et j'arrive jusqu'à l'Égypte, tous les pays du Golfe qui sont limitrophes avec la Palestine. Tout ce beau monde-là musulman, eh bien, il fait des affaires avec Israël. Ils ont des contrats, ils ont des accords. Et contre qui? Contre les Palestiniens. Voilà, les accords qu'il y a entre le Qatar, là maintenant, le Qatar, les Émirats, tous les pays du Golfe, plus l'Arabie Saoudite et tout, et tu remontes jusqu'à l'océan avec le Maroc, eh bien, ils ont des affaires. Les sionistes, ils commencent là maintenant, les centres financiers, ils commencent à acheter à côté de chez mes parents, dans l'Atlas. Ils ont des affaires. Et personne ne les interroge. Alors, oui, non, mais vous êtes juif. Non, pas ça. C'est un intérêt politique. Donc, il faut comprendre ça. Les États arabes, les États, parce que réactionnaires, hein, c'est des États réactionnaires qui sont liés, les mains liées avec plusieurs ficelles économiques, militaires, même leur armée qui forment les armées dans ces pays-là. Hein. C'est les techniciens d'Israël, plus les techniciens français, plus les techniciens italiens, états-uniens, tout ce que tu veux, former leur armée. Et leur vendre les armes. La France a vendu à l'Arabie Saoudite. Voilà, par exemple. Et donc, quand on élargit le regard un peu comme ça, eh bien, tous les arguments du sionisme sautent. Tous les arguments du sionisme sautent. On n'est pas là contre les juifs. Les amis sont les nôtres. Les ouvriers juifs sont les nôtres. Voilà, les bourgeois, les plus grands financiers juifs ne sont pas les nôtres, c'est de l'autre côté. Nous, on est du côté entre les peuples, on est un ouvrier musulman, un ouvrier juif, un ouvrier chrétien, etc. On est tous, c'est nous qui formons ces nations. La nation française, c'est nous qui la formons. C'est là que les médias et autres diffuseurs de pensée ont un peu gagné sur des gens comme toi et moi qui sont plutôt marxistes où nous on est sur les prolétaires de tous les pays, unissez-vous, on s'en fout de la religion. Voilà, la question c'est pas la religion, tu peux être juif et prolétaire, t'es de notre côté, par contre c'est ça, c'est parce ça devient compliqué. C'est parce qu'en fait je disais tout à l'heure, tout ça est lié à un mouvement de lutte sociale qui se construit. On est tombé dans le creux après l'URSS. Voilà, je ne reviens pas sur ça pourrait être un autre sujet, un autre jour. On est tombé dans le creux, et là, les peuples ils commencent à ouvrir les yeux. On a vendu. Tu te rappelles de la Roumanie? Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Je te raconte l'anecdote. La Roumanie, Ceausescu, le président de la Roumanie, c'est un grand dictateur, etc. Il a fait des massacres et tout. Bon, on intervient donc, les droits de l'homme. Au final, tout ça s'est avéré. C'était une scène qui est montée par les services secrets et armés des États-Unis pour intervenir à casser la Roumanie. Et on a présenté Ceausescu comme étant
un grand dictateur communiste, etc. On a vendu cette histoire à l'Europe de l'Est. La Yougoslavie, on lui a vendu la même chose, on a tué. L'Irak, on est arrivé à dire, bon, on vous vend la démocratie, alors que ce n'est pas la démocratie qu'on veut. La Syrie, et ainsi de suite. Tout ça, c'est cadré par une vision d'intervenir au profit des grandes forces militaires, etc. Le capitalisme préférera toujours les réactionnaires aux socialistes. En Iran aussi, d'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour un film qui n'a rien à voir, mais qui montre un petit peu ça, ce qui s'est passé. Nous trois ou rien, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Qui est très chouette. Si tu as l'occasion, c'est assez rigolo, ça présente un peu le truc. Et justement, qui parle de ça, du fait qu'en Iran, en fait, il y a eu l'installation, c'est-à-dire des forces révolutionnaires en Iran, qui était une coalisation entre des réactionnaires musulmans et de l'autre côté des communistes, et les États-Unis ont choisi leur camp, et c'était pas les communistes. En Iran, à l'occasion, je dirais un mot là-dessus. La France a installé les mouvements religieux de l'imam Al-Khomeini. C'est la France qui l'a installé contre les communistes, parce qu'ils ne voulaient pas que l'ours, comme on dit à l'époque, l'ours rouge, ait un allié, et surtout avec un grand pays comme l'Iran. Un grand pays comme l'Iran. Sauf que, l'histoire a fait que le Parti communiste iranien a fait des erreurs à s'allier avec cela, et il a perdu la révolution, alors que la révolution, à la base, c'était les communistes à la base. Et donc après, on arrive avec un ayatollah et des structures religieuses, éclectiques, etc. Donc voilà. Mais tout ça c'est fait. Je te renvoie à une autre histoire, et je termine par là. En Afghanistan, tous les mouvements religieux d'Afghanistan, les États-Unis, il a ouvert des camps d'entraînement avec des fonds en dollars, des milliers et des millions de dollars, avec les armes, les entraîner, tout simplement parce qu'il y avait un État proche de l'URSS, où tout le monde on peut en discuter de la démocratie de cet État avant. Mais bon, toutes ces organisations-là, c'était de la fabrique des États-Unis, avec le Moudjahidine, Taliban et tout ça. Le Daesh lui-même, c'était une création états-unienne. Et comment ça, du jour au lendemain, on voit des 4x4, des missiles, du jour au lendemain, à traverser l'Irak, à traverser la Syrie, à traverser tout ça. Tout ça, c'est des enjeux. Il faut avoir des éléments de recherche, etc. Ça demande du temps qui dépasse mon humble personne. Mais voilà, tout ça, qu'ils ne considèrent pas que les gens ils sont dupes. On n'est pas dupes face à cela. On voit qu'est-ce qui se passe. Le soutien américain, je vais te dire une chose, sans les États-Unis, la colonisation de la Palestine ne peut pas durer 3 mois comme maintenant. Il ne peut pas durer. Voilà. On enlève du trésor, du budget américain des dollars et des dollars, avec milliers et milliards, pour financer la colonisation, et on vient avec toute une armada d'armes et ainsi de suite, et même nos chers concitoyens français, on a qui interviennent au nom de l'armée israélienne à tuer à Gaza. Et ça, c'est scandaleux, et personne ne le dit. Je le dis. Ça me causera peut-être des problèmes, mais je le dis. Voilà, je le dis. C'est une réalité. La cause des problèmes. Voilà. Malheureusement, je pense qu'on va conclure aussi sur ça. Oui. C'est qu'il faut qu'on continue à tenir ces discours qui vont un petit peu contre un narratif, en fait, très contradictoire et très mensonger. En fait, c'est ce qu'on raconte depuis le début, c'est-à-dire à la fois ce discours sur le sionisme, l'antisionisme et l'antisémitisme, le discours sur le fait que c'est une guerre de religion alors que ça ne l'est pas, et c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, rappeler en permanence que tout conflit se base sur des raisons politiques, économiques et sociales. C'est pas
sortons un petit peu des carcans. Je veux dire, et on peut remonter jusqu'à loin encore derrière. Rares ont été les conflits qui ne se sont pas construits sur cette base-là. On peut le résumer par dire que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Voilà. Donc, et ils font tout ça pour disqualifier les luttes des peuples qui ne demandent rien. Et le peuple palestinien, qu'est-ce qu'il demande? Et il demande qu'avoir cette terre et avoir ses maisons et avoir ses enfants grandir et avoir une démocratie et vivre comme tous les peuples du monde. Voilà, je finis par ça et je leur souhaite conclusion. que de la réussite. On peut pas faire mieux. Eh ben, merci beaucoup moi, d'être venu sur la chaîne Jeunesse sans Lasse, c'est très gentil. On te réinvitera si tu veux venir. On disait qu'on pourrait parler de l'URSS et des autres pays arabes, ce serait une super occasion. Très bien. Donc merci. Je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Au revoir.